Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre aux 20h à la une. Bilan mitigé pour la gratuité de l'eau et de l'électricité pour soutenir les ménages quinois. 2 mois après, la population évalue la mesure sociale gouvernementale. Une reprise de classe sécurisée, c'est le préalable d'une rentrée souhaitée par tous les parents. Une réflexion de Bobé Teyengali Samba à suivre dans cette édition d'information. Voilà tout pour le sommaire. Merci de votre fidélité. 4e prorogation de l'état d'urgence en RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé une ordonnance rendue publique hier sur nos antennes. On écoute Tarsis Kasongo Mwemayamba Yamba. Loi numéro 20-006 du 6 juin 2020 portant autorisation de la nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamée par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, telle que prorogée à ce jour par la loi numéro 20-003 du 22 mai 2020. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant cours le 7 juin 2020, la prorogation de l'état d'urgence proclamée par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, telle que prorogée à ce jour par la loi numéro 20-003 du 22 mai 2020. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 6 juin 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 juin 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Collongé-les-Bérandes, directeur de cabinet ad intérim. 11 nouveaux cas d'Ebola localisés à Mbandaka. Sur place, le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, a visité les hôpitaux Sandra Wallo. Un véritable homme de terrain, le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, est descendu à l'hôpital général de référence de Wangata, où sont internés le patient de la maladie à virus Ebola. Après avoir fait le tour du propriétaire pour inspecter l'état de lieu de la structure sanitaire, le numéro 1 de la santé congolaise, Eteni Longondo, a saisi l'occasion pour réconforter le personnel soignant, qui sont les premiers acteurs au front pour la bataille contre ces épidémies qui sévissent dans la province de l'Équateur, à savoir la maladie à virus Ebola et la Covid-19. Sur place, dans cette institution hospitalière, le ministre de la Santé a procédé au paiement de frais de certains malades retenus faute de moyens financiers. Les heureux bénéficiaires ont salué ces gestes salvateurs et n'ont pas manqué de prononcer des éloges en l'endroit du ministre de la Santé et du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de ces projets. Le gouvernement, par le truchement du président de la République, a jugé bon de désengorger les hôpitaux pour prévenir la propagation du Covid-19. Sur ce, tous les nécessiteux bloqués à l'hôpital peuvent regagner leur maison. Nous sommes très ravis et très reconnaissantes de ces gestes louables du gouvernement congolais. Que Dieu bénisse le ministre de la Santé, Eteni Longondo, ainsi que le président de la République. Sensibilisation oblige, mégaphone en main, à l'hôpital de référence de Mbandaka, le docteur Eteni Longondo est revenu sur les mesures d'hygiène à observer scrupuleusement pendant cette période de l'épidémie. Notons qu'à ce jour, la ville de Mbandaka a enregistré 11 cas d'Ebola, dont 6 décès. Merci Patrick Kachala pour ces images. Où en sommes-nous avec les travaux de réhabilitation de la route Elengesa? Cette route traverse 6 communes de Kinshasa. Alain Mikaï nous en fait le point.
Les travaux de réhabilitation et de construction de l'avenue Elengue-Sarélien, 6 communes de la capitale de la République démocratique du Congo qui étaient dans un état de délabrement très avancé, se poursuivent normalement. C'est notamment les communes de Kalamou, Makala, Bumbu et Mongafula. Après les travaux de réhabilitation du tronçon compris entre le marché Mariano situé dans la commune de Kalamou et le pont Gunza de Makala. La société a dit construire est passée à la deuxième étape consistant à construire la chaussée de cette avenue qui n'a jamais existé depuis l'époque coloniale. Baptisée boulevard Fati par la population de ce coin, cette route est en train d'être modernisée grâce au financement du gouvernement provincial sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cependant, les populations de ces communes ont émis le vœu de voir s'accélérer les travaux pendant cette période de la saison sèche. C'est toute la première fois de voir comment on est en train d'asphalter cette route. Parce que là, on a attendu, il y a de cela, je ne sais pas, toute une décennie. On n'a jamais vu une route pareille qu'on est en train de faire sur ça. Selon ingénieur Rigen, trouvé sur les chantiers, ces travaux sont exécutés dans un contexte d'état d'urgence décrété par les chefs de l'État. Une fois ces travaux achevés, la population de ces différentes communes pourra pousser un nouveau soulagement après plusieurs années de calvaire. Ce faisant, il sera facile de quitter Rond-Point Victoire et atteindre la route bypass sans passer par l'avenue Université et la route de Matadi dans un temps relativement court. Une autre question, comment financer les infrastructures en RDC dans un contexte de crise? Le directeur général de la CGT explore le financement du secteur privé-public. On écoute Charles Médard Ilunga. Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un pays. Cette prophétie, mieux cette interpellation de Stanley, doit devenir aujourd'hui une stratégie de gouvernance. L'étendue de la République démocratique du Congo exige au pays de se doter des infrastructures de base. Vous voyez, financer les infrastructures, ce n'est pas facile. Alors, l'État essaie de se réglementer de manière à mettre en place des structures qui permettent de capter le financement privé. Donc, on recourt aux privés qui ont des capacités techniques. Oui, pour apporter le financement. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cadre. Un privé, Sopeco SGR, amène des financements dans chacun des projets. Pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens, le débit consiste à élaborer des politiques et des stratégies visant à construire des infrastructures de qualité. Un plaidoyer pour la diversification de l'économie congolaise. Économiste de formation, Jean-Paul Nemoyato identifie l'agriculture comme secteur porteur de croissance. Il est l'invité de Mesdames Bouyal Mangal dans Perspectives économiques. Voici un extrait. À travers le monde, c'est lorsque des crises naissent et elles se développent pour que ça puisse booster les énergies et essayer de concevoir des activités de relance ou de résilience. La résilience. L'Europe a été reconstruite après la Deuxième Guerre mondiale. C'est à cause des crises de la Deuxième Guerre mondiale que l'Europe a dit non, finalement aujourd'hui, l'Europe est comptée parmi les puissances du monde. Donc cette histoire de Covid, même si ça nous fait très mal, nous pouvons la convertir en opportunité. Si j'ai beaucoup parlé du secteur agricole, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de faire une thèse sur la sécurité alimentaire. Je comprends que nous avons des aptitudes naturelles à produire dans les meilleures conditions des denrées alimentaires. Et dans une économie régionalisée, parce que la RDC appartient à la zone de libre-échange de Comessa. Comessa, ce sont des pays de l'Afrique de l'Est qui sont dans les sols, dans la zone aride. Le sol n'est pas un bon sol. Et donc, alors que la RDC a toutes les potentialités, c'est-à-dire, si de cette crise, parce que je parle de la volonté politique à diversifier l'économie, et à développer surtout l'agriculture, tous ces pays qui nous entourent ont faim. Et c'est un marché solvable, parce qu'ils vont acheter. Et le Sud-Soudan, il a le pétrole. Si vous lui vendez la nourriture, vous avez les devises.
Et donc, nous avons un marché à la portée de main de plus de 560 millions de consommateurs. Ça, ce n'est qu'au niveau des commerçants. Donc, si nous produisons, c'est bien dommage. Vous allez sur la route de Bandundu jusqu'à Kikuti. On a aménagé les routes, mais vous n'avez aucune ferme agricole, industrielle. Donc, moi, je pense que si aujourd'hui, parce que chaque pays est en train aussi de fermer ses frontières par rapport au mouvement des denrées alimentaires, parce qu'ils doivent les garder à l'intérieur pour nourrir leur propre population. Comment repartir avec la crise économique causée par la Covid-19? Le Conseil de ministres tenu le vendredi dernier sous la présidence du chef de l'État a abordé cette question la semaine du président Pierre Kibambeso Moïse. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukolo Nkokesha, a prêté serment devant l'Assemblée nationale et le Sénat en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême de la République. Le procureur général a juré de respecter les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui lui sont confiées. Le président de la République lui en a donné acte. Le procureur général près la Cour constitutionnelle a ensuite contresigné le procès verbal de sa prestation de serment avec le directeur de cabinet AI du chef de l'État, Dr Désiré Cachemire Kolongwele Eberante. 34e réunion ordinaire du Conseil des ministres. L'on n'a pas dérogé à la règle. La rencontre s'est tenue, comme tous les vendredis, sous la présidence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par vidéoconférence, conformément au respect strict des mesures barrières face à la pandémie de coronavirus. Le président de la République a annoncé au Conseil le décès de son oncle paternel, le professeur Gabriel Lusanga, survenu à Kinshasa le vendredi 5 juin 2020, des suites d'une courte maladie. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présenté au chef de l'État les condoléances les plus attristées du gouvernement de la République. La communication du chef de l'État a porté sur divers points, à savoir la protection des droits de l'homme pendant l'état d'urgence, les stratégies économiques de riposte pendant et après la Covid-19, la lutte anticorruption et la maximisation de recettes en cette période de crise, le dispositif de l'enterrement digne et sécurisé, les candidatures aux postes ouverts à la communauté économique des États d'Afrique centrale et la participation de la République démocratique du Congo, ainsi que la cession des actifs de la société Grand Hôtel du Congo SA, dont l'État est actionnaire à 50%. Procès Vital Kamere et consort, la plaidoirie aura lieu le jeudi 11 juin prochain. Tous les témoins ont été entendus le 3 juin dernier au cours de l'audience foraine tenue à la prison centrale de Makala. C'est l'un des faits qui a émaillé la semaine qui vient de s'achever. Commentaire Constance Mananga. La RDC fait face à l'épidémie à Covid-19 depuis le 10 mars dernier et depuis, des activités de sensibilisation en vue de lutter contre cette pandémie se multiplient. Remise des kits par-ci, sensibilisation par-là. Le ministre Eteni Longondo a tenu un point de presse en vue d'évaluer la situation de la pandémie. Une autre épidémie qui a refait surface en RDC, épidémie de la maladie à virus Ebola. La souche Zaïre a été détectée à Mbandaka dans la province de l'Équateur, ce qui a valu la descente du ministre de la Santé dans cette partie du pays pour se rendre compte de la situation. Il s'est clôturé dans la semaine la 6e session de la commission technique mixte en matière de frontières entre la RDC et la République du Congo. En rebondissement, les procès sur les présumés détournements des fonds alloués au programme des 100 jours initié par le chef de l'État étaient à la 3e et 4e audience où plusieurs témoins et renseignants ont comparu devant les tribunaux de grande instance de la Gombe à la prison centrale de Makala. Audience présidée par le nouveau juge président Pierrot Bankenge Vita qui a remplacé le juge Niani décédé.
des kits de protection et contrôle de l'infection ainsi que des kits individuels ont été remis au staff de la maternité d'Endjili pour permettre au personnel médical et soignant de se protéger contre la pandémie à coronavirus. 8 protocoles attendent d'être validés par les poules du conseil scientifique pour passer aux essais cliniques. Il s'avère que si les résultats sont indiscutables, la RDC pourra avoir ainsi un médicament contre la maladie à coronavirus. Les experts de la recherche scientifique se sont réunis pour tabler sur ces protocoles, fruits des recherches des Congolais. Un autre projet d'appui à la riposte contre la maladie à coronavirus, c'est celui présenté au secrétariat technique des ripostes par Oxfam. 6 forages seront installés dans quelques formations sanitaires de prise en charge de la maladie à Covid-19, un projet exécuté par Oxfam via les projets de développement des systèmes de santé PDCS. La journée mondiale de l'environnement est célébrée chaque 5 juin de l'année. La biodiversité est le thème choisi cette année. À cette occasion, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a adressé un message à la nation. Enfin, la 9e session extraordinaire du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est clôturée. L'état de ratification du traité révisé de la CEAC, l'état de l'appurement des arriérés des contributions, les stratégies régionales de riposte à la pandémie du Covid-19 étaient à l'ordre du jour. Le ministre d'État en charge de la coopération, Maître Pépin Guillaume Manjolo, a pris part par vidéoconférence. Pour soutenir les ménages en ce temps de crise économique et sanitaire, le gouvernement a pris en charge l'eau et l'électricité pour 2 mois à Kinshasa. Une mesure sociale très bien accueillie, excepté dans les quartiers qui déjà n'avaient pas assez de fournitures en eau et en électricité. Mireille Ndekesilouvundi. La chute spectaculaire du franc congolais alarme l'opinion et soulève des questions. Qui en est la cause et qui peut freiner cette dépréciation exponentielle du franc congolais face aux devises étrangères? En République démocratique du Congo, il est vrai qu'en pleine crise de la Covid-19, les activités économiques de plusieurs pays au monde sont secouées. La dépréciation que nous avons actuellement aujourd'hui, elle vient des conséquences de 2019. Ce n'est pas encore les conséquences du marché, de l'évolution du marché due à ce confinement, à ce Covid-19. Ça, nous allons l'avoir dans 3 ou 4 mois. Un des éléments que le gouvernement devrait mettre avant pour éviter la dépréciation, justement de la monnaie, c'est de mettre en place une industrialisation, même petite, artisanale, PME, PMI, qui va vers le secteur agroalimentaire. Pourtant, la plupart des activités extractives et productrices de devises n'ont pas été interrompues. Le secteur de mine, ce n'est un secret pour personne. En Congo, c'est le secteur le plus important qui soutient aujourd'hui l'économie du pays. Et donc, une bonne partie des recettes de l'État viennent de là. Le gouvernement doit prendre des stratégies pour maintenir notre économie. Pas plus tard que quelques semaines, un dollar américain valait 1720 francs congolais à la banque, alors que sur le marché parallèle, un dollar américain était à un taux oscillant. Un dollar américain se négocie à près de 2000 francs congolais de nos jours. Le taux d'échange nous surprend. Nous nous posons des questions. D'où vient cette dépréciation du franc congolais? Est-ce le gouvernement? Est-ce la population? Nous ne comprenons plus rien. Ça ne va plus. Nous subissons des pertes énormes. Le taux était à 170, mais il n'est plus stable. Nous sommes aujourd'hui à 190, voire 2000. Nous n'avons aucun bénéfice. Que les autorités de la Banque centrale nous viennent en aide. Qu'est-ce qui est à la base de cette dépréciation vertigineuse qui embrase la vie de la population congolaise? Pour les opérateurs économiques, toute responsabilité incombe au gouvernement congolais. La fluctuation du dollar
fait qu'il y ait fluctuation du coût des produits sur le marché. Et ça ne permet pas que le panier de la ménagère soit planifié. Et nous, c'est faire pression au gouvernement parce que le rôle qui est le nôtre, c'est celui-là. C'est l'efficacité du gouvernement, d'appuyer la production, de réduire l'importation pour garder le terrage des devises qui peut faire face qu'aux besoins du développement ou des transformations. D'autres opérateurs économiques considèrent que cette dépréciation du franc congolais est le résultat de la mauvaise technique d'intervention de la Banque centrale du Congo, dont les impacts positifs des mesures prises sur l'économie réelle, à cause notamment du fort degré des dollarisations, ne sont pas encore ressentis à la stabilisation du franc congolais en chute continue. Argument rejeté en bloc par un expert de la Banque centrale du Congo qui éclaire la lanterne. S'il y a beaucoup d'offreurs d'une monnaie par rapport aux demandeurs de cette monnaie va se déprécier. Pour ce qui est du marché de change, il y a donc ceux qui offrent de la monnaie, de la devise, et ceux qui demandent de la devise. La rencontre entre l'offre et la demande permet au marché de déterminer ce qu'on appelle un prix. Ce prix, c'est ce qu'on appelle les cours de change ou les taux de change. Notre économie, c'est une économie qui est caractérisée par ce qu'on appelle, premièrement, une dominance budgétaire. Je dis tout simplement que très souvent, l'État fait face à un excédent de dépenses sur les recettes qui donne lieu à des déficits. Et ces déficits sont financés par des avances de la Banque centrale. C'est ce qu'on appelle, en jargon, la planche à billets. En ce moment-là, nous sommes dans une situation où il y a une création monétaire. C'est-à-dire, on crée de la monnaie, on ajoute de la monnaie en circulation. C'est ce qui est recommandé, c'est que les trésors, lorsqu'elle a des dépenses, qu'elle puisse couvrir ces dépenses par les moyens, par les recettes fiscales. Généralement, les avoirs libres de banque sont autour de 100 milliards. Au mois d'avril, il y a eu un déficit qui est allé au-delà de 500 milliards de francs congolais. Il convient de rappeler, estiment plusieurs analystes économiques, que le cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo demeure encore fragile du fait qu'il est soutenu en grande partie par la production minière qui subit actuellement les effets négatifs du marché international. Voilà, Angèle Mabia-Lalandou interrogeait les experts en finance et monnaie pour comprendre si la dépréciation de la monnaie nationale serait à la base de la flambée de prix, mais aussi, elle a évoqué le bol d'air du FMI dont a bénéficié la balance de paiement du gouvernement. Merci Angèle. Revenons maintenant à ce que nous avons dit à l'instant. Le gouvernement a pris en charge pour 2 mois la facturation de l'eau et de l'électricité pour soutenir le ménage quinois qui était l'épicentre de la Covid-19, une mesure très bien accueillie, excepté les quelques quartiers qui vivaient déjà dans le noir et peut-être sans eau. La gratuité de l'eau et de l'électricité à Kinshasa, c'est l'une des mesures prises par le gouvernement Ilunkamba pour soulager le ménage pendant cette période d'état d'urgence sanitaire suite au Covid-19. Une mesure bien accueillie dans la capitale où le premier cas positif ont été enregistrés. 2 mois après, l'heure est à l'évaluation. Dans la commune de Matete, au quartier Viaza, par exemple, la gratuité est bien cotée. En tout cas, chef de l'État, Félicitations au chef de l'État. Pendant tout le 2 mois, personne n'est venu nous déranger pour les paiements. Par contre, à Lemba, sur l'avenue Zizi, la réalité est tout autre. Nous sommes obligés de se réveiller chaque jour vers 1h du matin et pourtant à 7h, les gens doivent dormir. Et puis, l'eau ne coule pas à grande quantité. Quant à la desserte en électricité, les plaintes sont minimisables. L'énergie est assez permanente malgré les coupures intempestives. Pas assez de problèmes par rapport au courant électrique, malgré les coupures à tout moment. Les abonnés de la catégorie prépède ne partagent pas cet avis. Un habitant de Matete sous le sceau de l'anonymat s'est plaint. 2 mois,
Nous n'avons pas utilisé le courant normalement pendant le 2 mois. Il y a tout le temps les interruptions. De plaintes également formulées par les ajusteurs et autres PME pour qui la gratuité du courant électrique n'est qu'un slogan. Nous n'avons pas bénéficié de cette gratuité. Nous payons chaque mois car les agents de la SNEL viennent nous déranger tout le temps. La gratuité ne nous concerne pas, nous ont-ils dit. Plusieurs Congolais qui au départ ont applaudi cette mesure prise comme une main venue du gouvernement ont déchanté. De son côté, la Régie des eaux, consciente de cette réalité, a au cours d'une réunion d'évaluation sous la direction du ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, Maître Eustache Mouanzimou Bébé, présenté les difficultés. Cette mesure dont le coût financier est important pour les trésors publics. Le gouvernement nous a instruit pour une période de 2 mois de donner la gratuité d'eau à la population. Et par conséquent, nous nous en tenons à cela. Pendant ces 2 mois, la situation est difficile pour l'entreprise pour couvrir ses charges structurelles. Mais à l'entretemps, nous continuons à donner. Bien que mesure salutaire, la gratuité a trouvé une inégalité inexistante dans la fourniture de l'énergie auprès de la population. Ces problèmes n'ont pas disparu. Et le gouvernement ne désarme pas. Les responsables sectoriels réitèrent leur engagement pour l'amélioration de la desserte. Dans l'hypothèse où le président de la République autorisait la rouverture des écoles, sous quelles conditions les parents vont-ils accepter de libérer les enfants? Bobette Ngalisamba et Eric Kabamba évoquent quelques préalables. C'est depuis le 19 mars dernier que les portes des écoles sont closes. Une situation imposée par la pandémie du coronavirus alors que le programme scolaire n'avait pas atteint son point culminant. En effet, 150 sur les 180 jours de l'année scolaire 2019-2020 ont été consommés. Dans cette optique, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui poursuit l'année avec notamment la classe télévisée, s'investit pour une probable reprise des classes afin d'épuiser les 30 jours restants pour clôturer l'année scolaire et d'éviter qu'elle soit blanche. Dans l'hypothèse où le chef de l'État levait la mesure de fermeture, il est des préalables à cette reprise que tous souhaitent sécuriser pour les élèves et les enseignants. Au nombre de ces préalables, un encadrement suivi d'une sensibilisation des écoliers de la maison à l'école. De ces faits, les parents doivent s'exercer à cette responsabilité de leur enseigner le respect des gestes et barrières afin qu'ils s'en approprient pour éviter la propagation du coronavirus en milieu scolaire où la distanciation sociale sera vraisemblablement difficile à gérer. Un budget supplémentaire aux parents, ils devront mettre à la disposition de leurs enfants de masques et de gel désinfectants, peut-être trouver à l'école, la centre et de l'eau. Concernant les transports, s'assurer du respect du nombre de passagers, chose qui sera peut-être difficile à contrôler. À charge des établissements scolaires, s'adapter aux réalités actuelles pour ne pas exposer les élèves aux contaminations en cascade et protéger les personnels. Le prélèvement de la température doit être obligatoire. Le nombre d'élèves doit être sensiblement réduit dans des salles de classe pour observer la distanciation sociale. Les enseignants tenus à bonne distance puisque les enfants asymptomatiques peuvent les contaminer. La peur est dans tous les cas car le nombre des cas à ces jours est chiffré à plus de 3700 pendant qu'à l'annonce de l'état d'urgence sanitaire, il n'y en avait que 9. En attendant que la situation soit maîtrisée, les cours se poursuivent en ligne pour certains, à la radio ou à la télé pour d'autres. D'autres enfants ont reçu les cahiers d'exercice. Autant des dispositions du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui tient à occuper les enfants pendant cette période critique. La cité de Kamonia isolée, plus d'accès par la rivière Luangachimu, l'unique bac qui permettait la traversée a coulé. Ce sont des effets pervers de l'activisme des Kamwina Sapo. Notre confrère Franklin Kalombo a réussi à atteindre cette cité de Chikapa. Il raconte dans ce reportage. Kamonia, chef-lieu du territoire de Chikapa, est l'un des territoires de la province du Kasaï qui a été secoué en date du 17 mars 2017
par le phénomène Kamuna Sapo des tristes mémoires qui a endeuillé l'espace Grand Kassai. 3 ans après, la vie reprend petit à petit et l'espoir renaît. Mais les activités économiques peinent à décoller et les causes sont multiples, comme en témoignent ici les habitants de Kamonia qui se sont confiés au micro de la RTNC. Je m'appelle Kabouin Kachama Blaise Bantumbimpe. Je suis commerçant. Les activités sont bloquées ici chez nous. Nous vivons à partir du trafic de diamants. Comme les acheteurs ne sont plus là, la vie est difficile. Le bac nous aidait à traverser avec nos marchandises. Depuis qu'il a coulé, ça fait 6 mois, nous sommes en difficulté et c'est difficile de nous approvisionner. En termes de recettes que la province mobilise, Kamonia venait en 3e position après la ville de Chikapa et les territoires d'Ilebo à cause de son bac qui facilitait les échanges commerciaux entre la localité de Kamako faisant frontière avec la province de Lunda Norte en Angola. Les opérateurs économiques du Kassai pouvaient facilement exercer leurs activités avec beaucoup d'aisance et la province en gagnait en termes de recettes. 5 mois après que le bac, qui facilitait le passage libre de personnes, véhicules et biens, a coulé après être saboté par les agents qui y travaillaient, la vie, sur tout le plan, est devenue invivable, comme en témoigne Anakletus Moussa Kapinga Safia, administrateur des territoires en charge de la politique et l'administration. Lorsque le bac était en service, nous étions à même de pouvoir supporter ceux qui viennent de l'autre côté, ceux qui viennent par exemple de la frontière, ceux qui viennent de Chikapa. La traversée était facile, surtout pour les véhicules. Vous savez, le plus grand trafic, c'est le véhicule qui transporte beaucoup de marchandises, qui les ramène à Chikapa, qui peuvent prendre d'autres marchandises de Chikapa à la frontière. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je crois avoir écrit même au ministre en charge de l'infrastructure à Chikapa. Nous avons adressé aussi un petit rapport aux organisations humanitaires. Et jusqu'à là, nous n'avons aucune bonne réaction. La population de Kamonia tout entière n'a qu'un seul message qu'il lance auprès de l'autorité provinciale, sinon au niveau du gouvernement central, pour qu'on ramène notre bac ici au niveau de la rivière Luangetimo. C'est un plaidoyer de la population qui demande à ce que l'autorité provinciale puisse s'impliquer afin qu'une solution soit trouvée. Depuis la rivière Luangetimo à Kamonia, Franklin Claire Kalombo Batanda, RTNC. Face au changement climatique, faudrait-il pas penser à une autre source d'énergie moins polluante? C'est une chronique de Fifi Boukemi. Les changements climatiques constituent une question capitale pour le continent africain au point de déterminer son développement. Selon les études menées et les recherches internationales, l'Afrique y contribue pour au moins les 4% des émissions mondiales des gaz à effet de serre et la première victime du changement climatique. Selon la même source, sur 10 pays au monde menacés par les changements climatiques, 7 sont africains. Les groupes d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat estiment que les variations climatiques et les catastrophes naturelles comme les sécheresses et les inondations retentissent le développement du continent africain. Or, la réussite vers la transition énergétique en Afrique peut aussi contribuer dans la lutte contre les changements climatiques. Malheureusement, l'Afrique, qui compte plusieurs sources en énergie, reste le continent le moins éclairé de la planète. Selon la même source toujours, en Afrique,
2 habitants sur 3 dans les zones rurales, soit 70%, n'ont pas d'électricité. Pourtant, les 7e objectifs du développement durable, ODD, exigent qu'il y ait l'accès pour tous à des services énergétiques fiables, durables et à un coût abordable, soit un élément central à l'horizon 2030. C'est le moyen efficace de soutenir la lutte contre les changements climatiques. Par conséquent, le gouvernement doit se rallier à la révolution des énergies renouvelables qui vont œuvrer à protéger les communautés à risque. Le plus grand nombre de vies et d'existences seront épargnées. Sinon, les conséquences du changement climatique sont globales en termes d'effets et d'échelle. Sans action immédiate, il sera beaucoup plus difficile et coûteux pour les Africains de s'adapter aux conséquences futures de ces changements climatiques. Message de félicitations avant de poursuivre cette édition d'information. Message du secrétariat général de l'UDPS adressé au nouveau président élu de la République du Burundi. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de votre brillante victoire aux élections présidentielles organisées en date du 20 mai 2020, nous avons l'insigne honneur de vous présenter au nom de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi, parti cher à son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nos sincères et chaleureuses félicitations. Votre élection est le signe de l'adhésion populaire que forme le peuple frère et ami du Burundi autour de votre vision politique. Vous trouverez auprès de notre parti tout le concours nécessaire au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux nations sœurs. Tout en vous présentant les vœux de succès et de réussite, l'UDPS demeure convaincu que votre élection augure une nouvelle page de paix, de stabilité et d'espoir dans la région des Grands Lacs. Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, l'expression de notre parfaite considération. Ce communiqué porte la signature d'Augustin Kabouya Chilumba, secrétaire général. Une action sociale en faveur d'un enfant qui souffrait d'une grave maladie. Elle a été sauvée à l'hôpital pédiatrique Kalembelembe grâce à une association. Les détails avec Renette Koulonga. Cette fillette vient d'être opérée à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe dans la commune de Lingwala, une grosse masse ovarienne avec occlusion intestinale. C'est grâce à l'association Sans Frontières de Liliane Temoningoï qui se donne corps et âme pour assister les démunis. Il y avait un enfant en urgence qu'on devait prendre en charge directement parce qu'elle avait une masse au niveau des intestins qu'on a pu faire opérer. Je me retrouve là pour payer l'opération de cet enfant. J'ai été aidée par Madame Khadija qui m'a soutenue pour pouvoir faire cette opération. Je suis là avec Madame Fatima de l'ONG Zarina qui est venue aussi libérer 34 enfants, payer leurs factures pour qu'ils puissent sortir. Vous voyez l'appel que l'association Sans Frontières fait chaque jour à toute personne sensible à pouvoir nous aider dans ce combat est le bienvenu. Tous ensemble, nous sommes forts. Tous ensemble, nous pouvons sauver une vie. Telle est la vie de cet enfant qui a été opéré aujourd'hui et qui est sauvé. Cette dernière invite toute personne de bonne volonté de se joindre à elle pour soutenir le reste des démunis qui souffrent encore. Message de condoléances du ministre d'État, ministre de la Coopération, adressé à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je vous présente mes condoléances les plus émues à l'occasion de la disparition de votre oncle paternel, le professeur Gabriel Lusanga Wamulumba. En ce moment où je sais votre cœur
contrit et transpercé de part en part par la douleur due à ce énième décès qui sonne, hélas, comme un acharnement du sort sur votre famille. Je voudrais, en tant que chrétien, vous assurer de mon indéfectible accompagnement dans la prière pour que le Dieu Tout-Puissant vous apporte consolation et force nécessaires afin de surmonter cette épreuve et d'accepter avec foi et persévérance sa divine volonté. Ensuite, comme membre du gouvernement, je prie que Dieu vous fortifie et vous dote du courage nécessaire pour vous permettre de poursuivre votre action à la tête de notre pays avec une efficacité encore plus renouvelée, surtout en ce moment si particulièrement trouble. Maître Pépin Guillaume Manjolo. On termine par la politique. Au FCC, l'heure est à l'évaluation des activités, évaluation qui s'est déroulée dans l'esprit de fraternité, nous dit Odilon Kayuma dans ce reportage. Autour de cette table, le coordonnateur du Front commun pour le Congo FCC, Maître Némi Mouilania Wilonja, et les présidents des regroupements politiques, les chefs des partis politiques de la méga plateforme dont Joseph Kabila Kabange est autorité morale, ont focalisé leur attention sur un point important, à savoir l'évaluation des activités du Front depuis la retraite organisée dans le Congo central l'année passée jusqu'à ces jours. Ce qu'il faut retenir de cette rencontre est que les sociétaires ici présents ont convenu de travailler davantage pour la consolidation de la démocratie et l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Outre l'évaluation des activités de la famille politique à Joseph Kabila Kabange, ces cadres n'ont pas manqué de souhaiter longue vie au président honoraire et d'avoir soufflé sur sa 49e bougie le jeudi 4 juin dernier, jour anniversaire. Ici, c'est l'occasion de lui rendre un vibrant hommage pour ses qualités exceptionnelles de rassembleur. Nous sommes ici comme Front commun pour le Congo, comme le résultat justement de sa politique d'ouverture et de rassemblement des Congolais. Mais aussi de le recommander au Seigneur notre Dieu, car à cet âge-là, réaliser pour ce pays ce qu'il a réalisé, c'est certainement une grâce du Seigneur. Nous nous sommes rendus compte que Joseph Kabila, c'est la preuve que la valeur n'attend point le nombre des années. C'est à 25 ans qu'avec son défunt père, il participe à la longue marche contre le régime de Mobutu. C'est à 29 ans qu'il succède à son père et un peu plus tard, et qui maintient ce pays, continent, multiforme, uni autour d'un même socle démocratique. Est très affecté par la disparition brutale de Gabriel Lusangu Wamulumba, l'oncle de l'actuel chef de l'État, et de Gizenga Lugi, secrétaire permanent du parti Lumumbiste unifié. Les cadres du FCC ont observé ce samedi 6 juin 2020 une minute de silence en leur mémoire. Solidarité africaine oblige. Fin de ce journal magazine. Merci d'avoir suivi cette édition de Médard Mbouyal Mangal, réalisée par Fifi Bokeme et Bijou Katarissi. Clin d'œil à Yvette Makuntima pour son concours rédactionnel. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.